Salut à tous, c'est Palawan et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer le premier épisode de la nouvelle saison de Koh-Lanta, les armes secrètes, et on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On va reprendre les bonnes vieilles habitudes avec, pour commencer, mon avis sur cette nouvelle saison et ce premier épisode. Ensuite, on va revenir sur les 5 points à retenir de cet épisode. On fera également une séquence sur les armes secrètes et sur tout ce qu'on a appris lors de cet épisode. Enfin, on reviendra sur une analyse des différentes tribus, des dynamiques au sein de ces tribus. Et puis, en fin de vidéo, je vous parlerai rapidement du teaser de la semaine prochaine. Alors, pour commencer avec mon avis rapide sur l'épisode, eh bien, je dois avouer que j'ai plutôt aimé cet épisode. J'ai trouvé que c'était vraiment un bon lancement. J'ai vraiment été satisfait. J'ai même préféré au lancement des 4 terres, donc la saison précédente. J'avais des doutes pour commencer sur cette saison, mais je trouve que son principal atout, contrairement à ce qu'on pouvait penser en visionnant les portraits, c'est justement son casting. Je trouve que la mayonnaise a vraiment très bien pris au sein des 2 tribus, et je pense qu'on a vraiment des personnalités qui fonctionnent cette saison et qui interagissent bien les unes avec les autres. Et surtout, je trouve qu'on a corrigé les défauts des 2 précédentes éditions, notamment en termes de temps de présence à l'écran. Alors on verra si ça continue dans cette dynamique, mais pour rappel, lors de l'île des héros, on avait certains profils comme les héros ou Sam par exemple qui étaient très mis en avant au détriment des autres aventuriers. Alors que dans les 4 terres, comme on avait 24 aventuriers et 4 tribus, dans les premiers épisodes c'était un peu délicat de faire exister vraiment certaines personnalités. Là je trouve qu'on a vraiment trouvé le bon équilibre avec un certain nombre de personnalités vraiment intéressantes qui arrivent à exister au travers du montage, d'autres qui sont plus éclipsées mais qu'on aura le temps de découvrir au fil des épisodes. Donc je trouve vraiment que c'est un épisode qui a réussi à manier un peu les différentes personnalités, à concocter en quelque sorte cet alliage entre les différentes personnalités pour nous faire vraiment découvrir certaines des personnalités les plus intéressantes et pour nous donner envie de découvrir les autres. On va donc maintenant revenir sur les 5 points à retenir de l'épisode, à commencer donc par le début de l'épisode avec ce nouveau départ et cette nouvelle destination, la Polynésie française. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien de découvrir une nouvelle destination, de découvrir de nouveaux paysages dans Koh-Lanta. Pour rappel, on y était habitué dans les premières saisons, on avait chaque fois une nouvelle expérience avec une nouvelle culture et de nouveaux lieux. Et malheureusement, depuis quelques saisons, on s'était un peu enlisé au Fidji. Ça faisait 5 saisons qu'on était au Fidji. Et là, découvrir un nouveau lieu, bon, on est toujours dans le Pacifique, certes, mais c'est vraiment des paysages qui sont très différents, avec ces motus qui sont vraiment sublimes, je trouve, qui ont été très bien mis en valeur, je trouve, dans ce premier épisode. Donc c'est vraiment intéressant de découvrir un nouveau lieu, ça donne tout de suite un peu plus d'excitation à la saison, un peu plus de nouveautés, et ça j'ai beaucoup aimé. À noter également dans ce début d'épisode le générique qui est toujours un peu celui de l'île des héros, mais qui a été cette fois vraiment remanié et un peu réinstrumentalisé. Et pour le coup, je ne suis pas fan de ce nouveau générique, je trouve qu'il manque un peu ce côté épique qu'on pouvait avoir dans les génériques d'avant, notamment dans la fin du générique où on a en général ces séquences un peu d'explosion de joie des différentes tribus. Là je trouve que la musique est moins rythmée, fonctionne moins, justement toute la partie en général qui est conservée, qui est un peu la partie épique de la fin du générique. Je trouve que là ça fonctionne moins bien, même si, et je dois l'avouer c'est un point positif, on a je trouve moins de spoil qu'avant quand même dans le générique, et ça c'est plutôt un point positif. Donc un peu mitigé sur ce générique, mais c'est un point qui est relativement annexe. Enfin, à noter également dans ce début d'épisode, l'arrivée en pirogue des aventuriers qui nous avait été pas mal teasé dans les bandes annonces, et je dois avouer que je suis un peu mitigé sur cette arrivée. Autant je trouve que c'était vraiment une très bonne idée, autant je trouve que la réalisation n'a pas forcément bien rendu le côté grandiose de la scène. On a eu finalement assez peu de scènes avec des plans aériens, avec l'arrivée vraiment de ces pirogues toutes ensemble. On a eu une réalisation un peu curieuse que d'ailleurs on avait je crois quasiment jamais vu dans Koh-Lanta, avec du split screen, donc un écran partagé avec différentes vignettes et différents focus sur les candidats, mais je trouve que ça rendait pas assez l'aspect grandiose de la chose. Alors peut-être qu'il y a eu des soucis techniques, on a vu qu'il y avait certaines pirogues qui déviaient un peu de leur trajectoire, donc peut-être qu'on n'avait pas assez de plans aériens, on avait voilà les 20 pirogues parallèles les unes aux autres, mais le fait est que
il y avait en tout cas dans l'idée quelque chose de bien et que malheureusement je trouve la réalisation n'a pas très bien rendu. Même si ça donnait quand même un aspect particulier à cette introduction, et c'est assez intéressant à noter, c'est quand même la deuxième fois de suite qu'on n'a pas de naufrage et que donc les aventuriers arrivent secs finalement sur la plage, même s'ils ont dû très vite se mouiller avec l'épreuve initiale. Deuxième point à retenir de l'épisode, c'est donc l'épreuve initiale, une épreuve assez physique dans sa première partie, et très différente dans la deuxième, mais je vais y revenir juste après. Tout d'abord la première partie avec, je trouve, ce côté intéressant de création de duos un peu au hasard, au fur et à mesure voilà, de l'ouverture des carquois. Ça j'ai assez aimé, je trouve que ça apportait vraiment du piment à cette première épreuve. Et c'est vraiment dans l'esprit de Koh-Lanta avec voilà des aventuriers qui ne se connaissent pas et qui doivent très vite collaborer et interagir ensemble et œuvrer à une victoire commune. Donc ça j'ai vraiment assez aimé, c'est dans l'esprit Koh-Lanta et je trouve que ça fonctionnait assez. Et il y a surtout moi ce que j'ai retenu dans cette épreuve forcément, c'est la deuxième partie de l'épreuve avec le Fire Making Challenge. Donc pour ceux qui ne suivent pas Survivor, il faut savoir que le fait de faire du feu de cette manière-là, c'est vraiment une épreuve culte dans Survivor, c'est une épreuve qui existe depuis les toutes premières saisons et qui a surtout été au fil des saisons un peu institutionnalisée. Elle a été, disons, mise en place notamment sur la fin d'aventure pour départager deux candidats ayant le même nombre de votes au conseil, donc c'est une forme de duel éliminatoire dans Survivor et qui fonctionne très bien. On a vraiment des épreuves mythiques et des affrontements mythiques autour de ce Fire Making Challenge, donc je pense que tout fan de Survivor qui se respecte a dû y penser en voyant l'épisode d'hier, notamment parce que faire du feu de cette manière c'est quelque chose de très peu commun dans Koh-Lanta. On n'a jamais vu vraiment de feu fait de cette manière avec un silex ou une pierre à feu, alors que c'est commun dans Survivor, c'est comme ça que les aventuriers font du feu en général dans Survivor. Donc voilà, c'était assez intéressant, je trouve, ce petit clin d'œil à Survivor. Et donc les deux duos qui ont remporté cette épreuve sont tout d'abord Candice et Hervé, donc Candice instructrice de survie, donc ce n'est pas étonnant qu'elle ait réussi à faire le feu, mais également Aurélien et Laetitia. On reviendra un peu sur les personnalités de ces différents aventuriers au fil de ce débrief. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que ces deux duos d'aventuriers ont eu deux avantages. À la fois une arme secrète, et ça on en parlera du coup dans le point sur les armes secrètes, mais également la possibilité de constituer les équipes. Et donc ça m'amène à mon troisième point, ça c'est un point qui est vraiment intéressant. C'est la première fois depuis la guerre des chefs que les aventuriers constituent eux-mêmes les équipes. De manière générale, dans les dernières saisons, disons peut-être dans les 10 dernières saisons, je pense que ça a été assez rare, justement, le fait que les aventuriers puissent eux-mêmes constituer les équipes. On a eu à de nombreuses reprises la prod qui constituait elle-même les équipes, et donc avoir ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors certes, ça peut être risqué parce que ça peut créer un déséquilibre entre les différentes équipes, et là on peut avoir des doutes justement sur le fait que potentiellement l'équipe rouge soit plus forte que l'équipe jaune, mais le fait de laisser les aventuriers choisir eux-mêmes leur équipe, quelque part ça montre que la prod choisit de se mettre un peu plus en retrait, d'un peu moins contrôler le jeu et de laisser plus de place justement à des surprises, à des aventuriers qui peuvent créer des alchimies inattendues les uns avec les autres. Donc ça j'aime assez. Et on a vu tout de suite un peu la perception des différents aventuriers, notamment Mathieu qui s'était montré dans l'épreuve d'avant assez impulsif et qui donc n'a pas été tout de suite choisi malgré son physique. Ça c'était assez intéressant de voir notamment les jaunes se réunir et de réfléchir s'il valait mieux le choisir ou non. Donc ça j'ai assez aimé. On a vu aussi un Arnaud qui a été le dernier homme choisi alors que le reste de l'épisode l'a beaucoup mis en avant et qu'on a vu qu'il s'était très bien intégré chez les rouges. Donc comme quoi ça ne veut pas forcément dire grand chose. Mais dans tous les cas, c'était assez intéressant d'avoir cette constitution des équipes, de voir comment les différentes tribus choisissaient, même si effectivement l'équipe rouge peut sembler déjà sur le plan physique un peu supérieure à l'équipe jaune, et puis aussi sur le plan des compétences. On a vu qu'on a une Candice qui est quand même un gros atout dans l'équipe rouge, que les rouges ont déjà le feu, ce qui n'est pas le cas des jaunes. Les rouges semblent de manière générale plus organisés et avoir des personnalités peut-être un peu moins fortes, ce qui peut au moins dans un premier temps permettre une meilleure entente de groupe. Donc à voir comment tout cela évolue, mais c'est sûr que de prime abord on peut penser que l'équipe rouge est supérieure à l'équipe des jaunes.
Quatrième point à retenir de l'épisode, c'est évidemment l'épreuve d'immunité, avec une certaine domination rouge, mais surtout la blessure de Elodie. Je pense qu'on a vraiment tous eu mal pour elle. Ça a été vraiment difficile pour elle, et moi, très franchement, j'ai eu peur qu'elle doive abandonner. Finalement, elle est très vite revenue, donc ça, franchement, c'est tout à son honneur. Cela étant dit, ça a été beaucoup plus difficile pour Sylviane. Sylviane qui a vraiment été catastrophique dans cette épreuve. Et pour le coup, c'est peut-être un peu injuste parce que du fait de la blessure d'Elodie, du coup les rouges ont pu éliminer leur moins bon élément qui était Magali et qu'on avait aussi beaucoup galéré sur le début de l'épreuve. Je pense que l'épreuve aurait été beaucoup plus serrée si ce n'avait pas été Magali qui avait été sortie de l'épreuve, parce que Magali avait l'air de pas mal galérer elle aussi. Mais Sylviane pour le coup a vraiment été catastrophique le temps que les rouges progressaient très vite, et on a vu que les jaunes étaient vraiment bloqués à cause de Sylviane qui ne parvenait pas à franchir la poutre. Mais surtout, en plus de ne pas parvenir à franchir la poutre, elle avait vraiment beaucoup de difficultés à garder le moral, garder un certain mental. On a vu qu'elle avait envie d'abandonner très vite, qu'elle sentait la pression et voilà qu'elle ne se donnait pas à fond pour l'équipe. Ça, c'est très mauvais. Et dès l'instant où l'épreuve d'immunité s'est terminée, on savait que c'était elle. On pouvait même avoir des soupçons avant parce qu'elle avait mis un peu en cause le chef Aurélien. On a vu qu'elle avait été un peu, peut-être un peu directe et un peu acerbe à son égard. Et là, très franchement, dès la fin de l'épreuve, on savait que c'était elle qui allait sortir. Donc c'était un peu dommage pour la deuxième partie de l'épisode qui était forcément un peu moins palpitante parce qu'on se doutait qu'elle allait sortir de l'aventure. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est Koh-Lanta. Et quand vous faites vraiment un faux pas de la sorte, vous pouvez être certain que vous allez probablement en payer les conséquences. Il y a des contre-exemples comme Ahmad, mais probablement en payer les conséquences dès le conseil suivant. A noter également dans cette épreuve d'immunité, un point qui m'a pas mal plu, c'est vraiment l'animosité entre les deux équipes. Alors il faut espérer que ça ne reste pas comme ça, parce que sinon on risque d'avoir un pagonging dans la phase post-réunification. Mais pour l'instant j'aime assez voir ce côté affrontement vraiment entre les équipes. On est loin, je trouve, des bons élèves des 4 terres, même si j'avais bien aimé la saison des 4 terres. Je trouve qu'on avait un peu des personnes un peu sages, ça manquait un peu d'affrontement, même s'il y avait un peu de friction, on s'en souvient notamment entre Adja et Alix. Globalement, je trouve que les équipes, c'était très bienveillant, je te donne une partie de ma récompense parce que je trouve que tu me fais pitié, enfin voilà, c'était un peu dans cet esprit-là. Là, on voit tout de suite que, il y a du clash. Alors, bon, on peut douter un peu, moi je ne suis pas forcément d'accord avec Mathieu, je trouve qu'il a un peu exagéré quand même sa réaction. Bon, certes Elodie s'était blessée, mais je ne trouve pas que les rouges ont été particulièrement, un peu enfantin dans leur réaction. Moi je pense par exemple à ce qui s'était passé sur Johor où il y avait eu des réactions assez infantines, notamment je me rappelle avec Jessica je crois, dans Johor justement qui avait fait toute une célébration un peu enfantine et qui avait été pas forcément appréciée de l'équipe d'en face. Là pour le coup j'ai pas trouvé que ce soit le cas, même si effectivement bon ça passe un peu moins bien avec le fait que Elodie ait été blessée. Malheureusement bon c'est le jeu, et je trouve je n'ai pas trouvé que les rouges avaient été excessifs. Cela étant dit, j'aime assez voir ce côté un peu animosité et vraiment bataille entre les deux équipes. J'espère que ça nous réserve de très bons affrontements sur le plan des épreuves entre ces deux équipes. Enfin, cinquième et dernier point à retenir, c'est les tractations pré-conseil et le conseil. Dans les tractations pré-conseil, on a vu des choses assez intéressantes, même si évidemment le fait que Sylviane soit autant à la marge de la tribu et se soit autant illustré de manière négative dans l'épreuve d'immunité, forcément enlever le suspense. Mais ça nous a tout de même permis de voir un peu certaines alliances qui commençaient à se former, notamment une forme d'entente entre les garçons. On a vu notamment les garçons qui ont pas mal discuté sur le fait de mettre un vote contre Elodie pour justement éviter, en cas de collier de Sylviane, que l'un d'eux, en particulier Mathieu, qui avait déjà un vote contre lui suite à l'épreuve initiale, ne sorte. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. On voit des personnes qui ont vraiment intégré le côté stratégique. Il y avait aussi des discussions autour des armes secrètes qui pouvaient vraiment bouleverser le jeu, même si pour l'instant on n'a pas vu grand chose. Donc là, je trouve ça vraiment assez intéressant. Et on a vu ce split des votes qui s'est matérialisé au moment du conseil, même si ce n'est pas forcément prévu que Elodie reçoive autant de voix, mais j'y reviendrai ensuite dans les analyses de tribu. Mais le fait est que j'ai trouvé ces tractations assez intéressantes. On sent qu'il y a un jeu stratégique qui se met en place, notamment, et ça
je tiens à le souligner parce que d'habitude je suis plutôt en défaveur, mais le fait d'avoir mis des handicap entre guillemets suite à l'épreuve initiale avec des votes déjà sur certaines personnes, ça a permis de déclencher les hostilités avec des garçons qui avaient peur que Mathieu sorte du fait qu'il ait déjà un vote et qu'il suffisait donc d'un autre vote, par exemple de Sylviane, pour qu'il sorte. Ça, j'ai assez aimé ce côté tractation et stratégie, même si évidemment le boot de Sylviane était assez évident. Je réserve également une séquence dédiée à la nouveauté de cette saison, à savoir les armes secrètes. Armes secrètes sur lesquelles j'avais déjà fait une vidéo, vous pouvez la retrouver dans les fiches, même si pour le coup franchement cette vidéo est un peu obsolète parce que les informations qu'on avait à l'époque n'étaient pas forcément exactes. Et pour le coup j'ai été assez agréablement et désagréablement surpris dans cet épisode. On va commencer par les bonnes nouvelles avec ce talisman qui est, je trouve, un instrument extrêmement intéressant, certes un peu complexe dans ses règles, mais je trouve que beaucoup en ont trop fait, notamment sur les réseaux sociaux, en disant qu'on ne comprenait rien aux règles. Je trouve ça très dommage et ça montre vraiment tout le chemin qu'il y a à parcourir pour faire de Koh-Lanta un jeu très intéressant sur le plan stratégique, comme peut l'être Survivor, même si Survivor a aussi ses excès, hein, mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Pour le coup, voilà, je trouve ça dommage que une arme comme celle-ci, qui est, je trouve, très intéressante sur le plan stratégique, ne soit pas reconnue à sa juste valeur, parce que ce qui est vraiment intéressant dans cette arme, et je crois que c'est la première fois qu'on a un objet de ce type dans Koh-Lanta, c'est un objet qui permet à la fois de défendre et d'attaquer. Et on a les deux possibilités, et il y a le côté aussi individuel et collectif. Bon, je vais expliquer tout ça parce que ça peut sembler un peu confus comme ça, mais on a donc deux possibilités avec cet objet. On a à la fois la défense, donc qui est individuelle pour le coup. Pour rappel, on a un talisman en deux parties. Chacun des co-chefs, entre guillemets, a une de ces parties de talisman. Et donc, on peut se défendre de manière individuelle en jouant cette partie de talisman. L'idée est que ce soit moins fort que la partie offensive, qui est donc jouée de manière collective avec les deux parties du talisman. Et donc, cette partie offensive et collective, elle est quand même assez puissante, puisqu'avec les deux parties du talisman, on peut tout simplement avoir deux doubles votes, un double vote pour chacun des membres du binôme, et ça c'est vraiment intéressant, ça permettrait notamment de complètement renverser une situation, puisque Denis a bien insisté dessus, il est jouable jusqu'au conseil de la réunification inclus, donc ça veut dire que en cas d'affrontement jaune-rouge vraiment binaire, on aurait justement ce talisman qui permettrait de complètement renverser le jeu, même si une équipe est en minorité. Cela étant dit, les deux tribus ont chacune un talisman, donc ça peut être assez intéressant de voir comment il est joué, si justement un des binômes le joue avant l'autre, est-ce que ça pourrait vraiment avoir un impact au moment de la réunification. Ça peut être intéressant, mais surtout je trouve que ce talisman est très intéressant dans les dynamiques qu'il installe au sein du binôme qui le possède, puisqu'on a un vrai dilemme du prisonnier, si vous savez ce que c'est du coup, entre les deux binômes avec ce talisman, puisqu'on a à la fois le côté voilà option individuelle pour se défendre soi-même, et donc annuler le pouvoir de son binôme, parce que c'est ça aussi qui est intéressant et que je n'ai pas précisé, c'est que si vous le jouez pour vous-même, du coup l'autre partie du talisman est caduque, ne vaut plus rien. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'on peut soi-même essayer de se sauver grâce à ça, ou espérer que son binôme ne fera pas ce choix-là, et donc réunir le talisman à terme pour avoir un double vote, ou plutôt deux doubles votes. Donc c'est vraiment intéressant je trouve de ce point de vue là, et on peut imaginer des stratégies vraiment alambiquées avec ça, alors je ne sais pas si on ira jusque là, mais ce que j'aimerais bien voir par exemple, je vais prendre un exemple vraiment concret dans l'aventure, imaginons qu'un Aurélien veuille se débarrasser de son binôme, Laetitia, c'est quelque chose qui ne semble pas totalement incongru étant donné ce qu'on a vu jusqu'à présent, étant donné qu'on a vu que Laetitia était pas très bien intégrée dans son équipe. Imaginons qu'Aurélien veuille s'en débarrasser, il pourrait par exemple jouer sa partie de talisman pour annuler la partie de talisman de Laetitia et donc éviter qu'elle puisse se protéger et ainsi pouvoir l'éliminer. Donc on peut imaginer vraiment des stratégies intéressantes, voilà, avec des choix égoïstes de ce point de vue-là, ou justement des binômes qui arrivent à s'entendre, ce serait peut-être plus le cas d'une Candice et d'un Hervé, et qui aillent jusqu'au bout, aillent avec ce talisman jusqu'à la réunification, ce qui leur permet d'avoir deux doubles voix. Donc je pense que c'est vraiment un objet à surveiller et qui me plaît vraiment énormément. En revanche, dans les déceptions, on a le bracelet noir. Alors il y avait déjà des soupçons sur le bracelet noir qui avaient été un peu tempérés, on pensait que le bracelet noir pouvait être joué plutôt
avant le dépouillement des votes. Finalement, il a été confirmé dans l'épisode, a priori, qu'il serait joué après le dépouillement des votes, ce qui en fait une arme vraiment trop puissante pour moi. Ça veut dire qu'on peut annuler un collier d'immunité en sachant s'il va servir ou non, donc pour moi c'est vraiment une arme qui est trop puissante. Pour rappel, du coup, cet objet existe dans Survivor, il s'appelle le Idol Nullifier, mais il doit être joué avant, non seulement avant le dépouillement, mais également avant les votes, ou plutôt pendant les votes, mais en tout cas avant de savoir si une personne va jouer ou non le collier d'immunité. Donc en fait on le joue et on peut le jouer sans que la personne joue son collier d'immunité, sans même savoir si la personne des fois a un collier d'immunité. Donc c'est vraiment pour s'assurer que la personne ne jouera pas de collier d'immunité, mais ça peut être vraiment intéressant de ce point de vue là parce qu'on peut gâcher cet objet stratégique. Ce qui n'est pas le cas ici puisqu'on est certain là pour le coup de jouer cet objet stratégique et donc de le jouer à bon escient. En plus, pour le coup, je ne comprends pas vraiment l'intérêt de ce bracelet qui, a priori, permettrait de voler le collier à quelqu'un et de le donner à quelqu'un d'autre. Je ne vois pas forcément l'intérêt, à moins que le collier qui ait été joué lors du conseil soit joué à mauvais escient et qu'on en profite pour sauver une autre personne. Enfin, voilà, ça peut faire des choses un peu improbables, mais pour le coup, je trouve ça, voilà, beaucoup trop puissant et vraiment sans intérêt. Je ne comprends pas l'idée d'avoir mis autant de puissance au sein d'un même objet, surtout qu'a priori on en aura deux, puisque ça c'est l'autre info à retenir. On a donc 5 objets stratégiques a priori, mais 5 objets stratégiques qui existent en double sur chacun des camps. Donc ça peut être vraiment faire une saison avec énormément d'objets stratégiques, peut-être trop, surtout si les objets stratégiques sont aussi puissants que ce bracelet noir, qui pour moi est vraiment problématique. Bon, certes, c'est un seul objet parmi 5, donc déjà c'est plutôt positif, notamment vis-à-vis de ce qu'on avait pu entendre au début de la saison. Voilà, on pouvait avoir peur sur le fait que certains objets comme le kit to double soient vraiment trop cheatés, ce qui n'est manifestement pas le cas. Mais pour le coup, voilà, moi je trouve ça un peu dommage que ce bracelet noir soit aussi puissant. Je ne comprends pas que la production ait fait ce choix-là. Voilà, après cette longue analyse des armes secrètes, on va terminer avec une analyse des dynamiques de tribu, et on va commencer par la tribu rouge, qu'on a forcément moins vue parce qu'elle n'a pas été au conseil. Et donc la personne à retenir forcément dans cette tribu rouge, c'est Candice, qui est vraiment la leader, c'est celle qui a constitué l'équipe avec Hervé, et on a vu que voilà, grâce à ses connaissances, forcément dues à son métier, elle a pu très vite se mettre en avant. Attention néanmoins, parce qu'on a vu qu'elle pouvait agacer, notamment les hommes qui essayaient de faire du feu. Peu importe si c'est justifié ou non, je pense pas forcément que les remarques des hommes soient justifiées, parce que pour le coup, ces remarques à elle étaient plutôt justifiées, donc je ne comprends pas forcément pourquoi les hommes se sont autant sentis blessés dans leur ego. Mais pour le coup, il n'y a pas de logique d'avoir raison ou d'avoir tort dans Koh-Lanta, puisque les personnes qui décident du sort de votre aventure, ce sont vos coéquipiers. Donc peu importe s'ils ont raison ou tort dans l'absolu, ce qui compte c'est que vous ne les énerviez pas, vous ne les agaciez pas et qu'ils ne décident pas de voter contre vous. Alors je ne pense pas que Candice soit en danger dans l'immédiat, mais attention à elle, il ne faut pas trop qu'elle se mette dans cette position, voilà, un peu péremptoire, un peu peut-être à donner trop de conseils de manière un peu, disons, qui peut agacer les autres, un peu, voilà, un peu directive. Ça pour le coup, je pense que c'est quelque chose qu'elle va devoir surveiller, parce que ça peut pas mal agacer les autres. Et même si pour l'instant je trouve qu'elle joue plutôt bien son jeu, attention au fil de l'aventure à ne pas trop agacer les autres. Pour le coup, son binôme Hervé, je l'ai trouvé assez discret, c'est un peu une déception parce que j'avais beaucoup aimé son portrait qui avait été révélé en amont de la diffusion, qu'on n'a pas vu du coup dans cet épisode. C'est quelqu'un qui pourtant a une vraie personnalité, qui est très originale, c'est un vrai fan de l'émission, de ce qu'on en voit dans son portrait, et là il a été plutôt mis en retrait, même si on l'a un peu vu, hein. Il y a eu quand même quelques confessionnaux avec lui, mais c'était globalement plutôt pour mettre en avant d'autres candidats, notamment mettre en avant une Candice. On a vu que c'était un peu le faillot, un peu presque le bon élève qui, disons, était à beaucoup idolâtré un peu Candice. Donc c'est un peu dommage. Moi j'aimerais bien qu'on voit un peu plus de sa personnalité, qu'on le voit un peu plus, qu'il soit un peu plus mis en avant. Mais on aura le temps, et ce n'est pas non plus le candidat le plus en retrait, donc on aura le temps de le découvrir au fil de l'aventure.
Également à noter parmi les différentes personnalités, même si on en a beaucoup moins vu, comme je le disais, c'est chez les rouges. On avait Maxine qui s'est illustrée sur l'épreuve, bon, pour le coup c'était plutôt attendu étant donné que c'est une gymnaste. Laure, dont j'aime beaucoup la personnalité, hein, vraiment on a vu son portrait et elle semble toujours aussi sympathique. Mais surtout la bonne surprise chez les rouges de cet épisode, c'est Arnaud. Arnaud qui s'est révélé très drôle, qui a littéralement massacré, enfin c'est pas forcément très drôle ça, mais qui a massacré toute la faune de l'île. Voilà, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un voilà qu'on sent vraiment très motivé par l'aventure et qui apporte cette sorte voilà, de bonne humeur et de bonhomie qui, à mon avis, va vraiment fonctionner. On pouvait avoir peur pour lui parce que il semble être peut-être même le moins physique des garçons, d'ailleurs toute équipe confondue. C'est d'ailleurs le dernier à avoir été choisi. Mais on sent que voilà, il se débrouille quand même dans les épreuves, hein, tant que c'est peut-être pas du gros sprint, disons, je pense qu'il pourra se débrouiller. Et finalement, on sent que voilà, il apporte vraiment une forme de stabilité, de bonne humeur sur le camp, donc je le vois mal être menacé dans l'immédiat. Et s'il atteint la réunification, c'est le genre de candidat qui peut aller très loin, voire jusqu'au bout, parce que justement, il ne sera pas forcément une menace sur le plan physique, et il pourrait réussir à se faufiler jusqu'au bout. Donc Arnaud, vraiment candidat à surveiller. Enfin, pour finir chez les rouges, et malgré cette bonne entente, je sens quand même une candidate un peu à la marge, même si ça n'a pas été forcément beaucoup montré par le montage, que le montage n'a pas forcément beaucoup insisté dessus, c'est Magali. Magali, qui est donc la doyenne de l'équipe rouge, qui est également la doyenne de la saison. Et très franchement, ce qui me donne cette impression un peu du fait qu'elle soit à l'écart, bon déjà elle n'a pas très bien performé sur l'épreuve d'immunité, mais surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour moi la seule vraiment indication d'alliance ou de scission qu'on a vu chez les rouges dans l'épisode, c'était justement au moment du coucher, où les hommes se couchaient tous ensemble et les femmes dans leur coin, sauf Magali, et donc ça laisse penser que justement les 4 femmes donc, qui se sont couchées ensemble sur la plage développent déjà des liens et potentiellement une alliance à 4, tandis que Magali s'est sans doute plus rapprochée des hommes, mais ça, à mon avis, ce n'est pas forcément un gage voilà, d'une alliance à 6, parce que ça m'étonnerait que les hommes la protègent spécialement, en tout cas on n'a pas forcément eu cette impression, donc pour le coup je pense qu'elle est vraiment dans une situation entre deux qui peut vraiment la pénaliser, avec des filles qui naturellement sont alliées à 4 et donc ne la protégeront pas, et des hommes qui je pense ne la protégeront pas, surtout si elle ne performe pas dans les épreuves. Donc ça pourrait être compliqué pour elle, et si je devais faire un pari, je dirais que la première éliminée chez les rouges, ce sera Magali. Globalement, pour parler de l'équipe des rouges, je trouve que c'est une équipe qui est quand même mieux organisée que celle des jaunes. Pour l'instant, on a une très bonne entente, mais bon, ils n'ont pas encore perdu, donc on verra ce qui se passera quand ils auront perdu. Mais pour le coup, voilà, on sent qu'il y a une très bonne organisation de camp, ils ont fait le feu, ils ont de la nourriture potentiellement à profusion, enfin on voit qu'ils arrivent à attraper des crabes, enfin des crabes ça c'est plus dans l'épisode de la semaine prochaine avec le trailer, mais plutôt voilà des poissons, ils ont failli attraper une murène, enfin oui plutôt peut-être une anguille qu'une murène, mais bon, ils ont réussi à se procurer plusieurs sources de nourriture, ce qui va être très important parce qu'on l'a vu, les aventuriers n'ont que 300 grammes de riz, ce qui est vraiment très peu, et globalement je trouve qu'ils sont mieux organisés que les jaunes, donc pour le coup c'est une équipe pour laquelle tout roule pour l'instant, ce qui n'est pas forcément le plus intéressant d'un point de vue téléspectateur. Et on va passer maintenant à l'analyse de l'équipe jaune, forcément plus intéressante parce qu'on l'a plus vue, mais aussi parce que les personnalités sont sans doute plus marquées, on l'a vu dans cet épisode, alors peut-être que ce ne sera pas le cas par la suite, mais pour l'instant ça semble être le cas. Et donc chez les jaunes forcément, Aurélien est le candidat le plus en vue, c'est le chef de l'équipe, d'autant plus que Laetitia est très effacée. Il est hégémonique, mais je le trouve assez malin. Il me rappelle un peu un Marc dans sa première saison, enfin dans sa seule saison d'ailleurs, à savoir Johor, c'est-à-dire quelqu'un qui, pour le coup, se met en avant par ses connaissances, mais d'un autre côté est conscient que la place de chef est assez dangereuse et est suffisamment malin pour ne pas trop s'imposer, donc pour l'instant il s'en sort très bien, je trouve qu'il a très bien trouvé sa place dans l'aventure, ça peut être risqué pour lui par la suite parce que forcément cette place de leader, il ne faut pas trop l'assumer, elle peut être très dangereuse, mais je pense qu'il en a conscience, donc je lui fais confiance pour pas mal se faufiler, et je trouve que contrairement à ce qu'il disait avec son ego surdimensionné, dans son portrait, je trouve que voilà, il est moins unidimensionnel qu'il ne pouvait y paraître, et pour le coup moi c'est vraiment un de mes aventuriers préférés pour l'instant. Il est en plus très bien entouré puisqu'il a un fidèle lieutenant qui est Thomas. Thomas, voilà, on avait déjà vu son portrait
de filou qui nous a été montré dans cet épisode. Et pour le coup, voilà, c'est quelqu'un qui me plaît plutôt. Je pense que il va s'avérer intéressant sur le plan stratégique. On l'a vu dans cet épisode, il a été un de ceux qui a mené les tractations, et c'est même celui qui a voté justement contre Elodie pour éviter par exemple une sortie de Mathieu. Donc on voit que c'est quelqu'un voilà, qui est intéressant, qui n'hésite pas à se salir les mains. Et j'aime bien sa personnalité, donc à voir voilà ce que ça donne, mais pour l'instant je pense que c'est un candidat qui est bien positionné et qui renforce justement la position de leader d'Aurélien. D'autant qu'Aurélien est également secondé par Mathieu, qui je trouve est une plutôt bonne surprise, même s'il est impulsif, et ça on l'avait senti dès son portrait. Je trouve qu'il est plus posé que ce à quoi je m'attendais, on sent qu'il a pris un peu plus de recul, qu'il s'est bien intégré dans le groupe, donc pour le coup j'avais prédit plus ou moins qu'il sortirait avant la réunification, je m'en suis plus du tout aussi sûr. Je pense qu'il peut très bien se faufiler. Tout dépendra du fait qu'il arrive à garder ou non son self-control lorsque les conditions seront de plus en plus dures avec la faim, avec le manque de sommeil, etc. etc. À noter également, pour finir, chez les jaunes, globalement on a plus vu les hommes que les femmes, mais les quelques femmes qu'on a vues, pour le coup, c'était plutôt en négatif. Bon, finalement, on avait évidemment Sylviane en first boot évident, donc première éliminée, ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais il y a deux autres femmes qu'on a un peu vues. Il y a Elodie, pas forcément dans une très bonne position, même si finalement elle est sans doute mieux intégrée qu'elle le pense, puisque les garçons, on l'a vu, étaient très réticents à voter contre elle, donc ça c'est plutôt un signe positif pour elle. Cependant, elle a quand même reçu en tout 4 voix, bon, une qui était une pénalité, mais 3 voix. Et sur ces 3 voix, je trouve que ça illustre une autre personne, même peut-être sans doute la personne qui est la plus en marge de la tribu, parce que si on récapitule ces 3 voix, il y a donc eu une voix de Sylviane, donc ça plutôt pas étonnant parce que Sylviane n'allait pas voter contre elle-même. On a eu donc une voix de Thomas, mais ça c'était donc les garçons qui s'étaient entendus pour mettre une voix au cas où justement Sylviane aurait un collier. Mais il y a surtout eu, et ça c'était la grosse surprise, une voix de Laetitia, donc qui est la co-chef du coup avec Aurélien, la binôme d'Aurélien, mais qui je trouve n'a vraiment pas trouvé sa place dans la tribu, a vraiment du mal, on l'a vu, elle l'a dit elle-même lors du conseil, c'est jamais très bon d'avouer ce genre de choses lors du conseil, d'autant que ses coéquipiers semblaient vraiment surpris par cette annonce. Elle n'a pas vraiment trouvé sa place dans la tribu, on sent qu'elle ne s'est pas imposée, elle a avancé l'idée que c'était potentiellement parce que c'était une femme. Très franchement, de ce qu'on en a vu, bon, le montage peut être orienté, mais de ce qu'on en a vu, c'est pas forcément parce qu'elle était une femme qu'elle n'a pas été écoutée, c'était aussi et surtout parce qu'elle ne s'est pas trop mise en avant justement, on sent que c'est pas forcément dans son caractère, contrairement à Aurélien qui lui impose une forme de respect immédiat. Donc pour le coup, on sent une Laetitia qui est à la marge de la tribu et qui en plus vote contre la mauvaise personne, et ça c'est toujours très mauvais. De deux choses l'une, soit elle n'était pas au courant du fait que la personne visée était Sylviane, et dans ce cas-là c'est très très mauvais pour elle, ça veut dire qu'elle est vraiment à la marge de la tribu, ou alors elle le savait mais elle a quand même préféré voter pour Elodie, et ça franchement, même ça ce n'est pas vraiment mieux parce que ça veut dire qu'elle n'est pas prête à voter justement avec le groupe, qu'elle se dissocie du groupe, qu'elle se met à la marge du groupe volontairement. Et très franchement, si je devais parier sur la prochaine personne éliminée chez les jaunes, je parierais pour elle, d'autant qu'elle n'est sans doute pas la plus sportive, voilà, ce n'est pas un élément qui semble essentiel, et elle semble assez mal intégrée socialement, donc très franchement, c'est très mauvais pour elle. Voilà donc pour le débrief de cet épisode. En résumé, j'ai bien aimé cet épisode que j'ai trouvé rythmé, même si la fin était plutôt prévisible avec l'élimination de Sylviane. Dans tous les cas, si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains débriefs. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous.